Cette vidéo a pour objectif de savoir résoudre l'exercice numéro 2 de l'épreuve finale du baccalauréat. Et pour ça, on va prendre un exemple d'exercice en génétique. Tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est exactement l'exercice numéro 2. Il est noté sur 8 ou 9 points, et dans cette seconde partie, le candidat doit développer un raisonnement scientifique pour résoudre un problème. L'exercice va permettre d'évaluer sa capacité à pratiquer une démarche scientifique en exploitant un ensemble de documents et bien sûr en savant des connaissances pour arriver à tirer des interprétations de tout ceci. En cela, le questionnement dont va amener le candidat à choisir une démarche, bien sûr, on va l'exposer et ceci va demander bien sûr à chaque fois d'analyser les documents fournis et d'intégrer leur analyse à chaque fois. À retenir donc sur ce type d'exercice, une introduction qui pose le problème, on analyse les documents, on les interprète et l'idée va être ensuite de trouver un lien, un fil conducteur entre tous ces documents pour pouvoir répondre au problème dans une grosse synthèse permettant en fait en quelque sorte de répondre au problème posé dès le départ. Prenons un exemple. Voici un exercice de génétique assez classique, sachant que pour chaque caractère étudié, la différence phénotypique est liée à un seul gène, dite à partir des informations extraites du document si les deux gènes considérés sont situés sur le même chromosome ou deux chromosomes différents. On est ici sur un exercice classique en génétique où en quelque sorte la question qui est posée, le problème ici, c'est est-ce que les deux gènes auxquels on va s'intéresser sont indépendants, donc deux chromosomes différents, ou bien liés, c'est-à-dire situés sur le même chromosome. On a en face de nous un résultat de croisement, avec un premier croisement et ensuite un deuxième croisement. Donc là, bien sûr, l'introduction est assez courte, elle reprend la question du problème, à savoir, à partir de l'étude de documents, nous allons déterminer si dans les croisements proposés, les deux gènes sont situés sur le même chromosome ou de chromosomes différents. Vous voyez donc, j'ai repris la problématique du sujet. Donc, si on regarde les documents, premier croisement, on a face à nous, on nous explique qu'on a deux recèles de lignées pures. Donc lignées pures, ça veut dire qu'elles sont donc homozygotes pour les gènes considérés. Et ensuite donc un deuxième croisement. Déjà on peut repérer, donc l'objectif va être de repérer à partir de tout ceci différents éléments. Tout d'abord, si je reprends l'énoncé, on repère des choses très intéressantes. Déjà on voit qu'on va étudier deux gènes. Le gène coloration de l'abdomen et le gène présence ou absence de soie sur le thorax. Et pour ces deux gènes, il y a deux allèles. Le premier allèle codant pour un abdomen uni et un allèle codant pour un abdomen rayé. Déjà, nous avons donc ceci et ensuite les documents en regardant bien les croisements, on va pouvoir déterminer les relations de dominance et de récessivité déjà entre ces allèles. Déjà, quand on aura le premier croisement, juste ici, on nous dit que quand on fait ce premier croisement entre deux lignées pures, un mâle abdomen rayé et au thorax dépourvu de soie et une femelle dont l'abdomen est uni et le thorax porte des soies, toutes les drosophiles obtenues en première génération F1 ont l'abdomen uni et le thorax portant des soies. À partir de ça, on peut déjà conclure que l'allèle dominant est celui qui code pour l'abdomen uni, donc l'abdomen qui est rayé est l'allèle récessif, et l'allèle codant pour le thorax portant des soies est aussi dominant et l'allèle qui code pour l'absence de soie, lui, est récessif. Donc déjà, à partir du premier croisement, on peut déjà établir des relations de dominance et de récessivité. Il ne faut pas oublier que sur ce type d'exercice aussi, il faut se créer une sorte de codage, c'est-à-dire que par exemple, pour tel allèle, on va l'appeler donc, codant pour un abdomen uni, on va le mettre U majuscule par exemple, et rayé, on mettra un petit R. Donc ça, c'est important aussi de bien choisir, quand on a ce type d'exercice, un codage qui soit assez clair pour l'examinateur, permettant de comprendre exactement ce que vous décrivez. Si maintenant on rentre davantage dans le sujet. Premier croisement, comme on l'a vu juste avant, on peut déterminer les relations de dominance et de récessivité au niveau de ces allèles. Ça, on vient de le faire. Voilà, vous avez ici un petit corrigé donc des notions qui étaient attendues, en tout cas dans cet exercice. Si maintenant on regarde le second croisement, alors déjà, par contre, chose très importante, c'est que bien sûr,
il faut faire un schéma et un tableau qui explique ce croisement, puisqu'on vous demande d'expliquer ces croisements. Là, comme vous le constatez, je suis parti de l'hypothèse que les deux gènes étaient liés sur le même chromosome. On aurait pu pourquoi pas partir de l'hypothèse que les deux gènes étaient sur des chromosomes différents. Et ensuite, l'objectif, c'est finalement de comparer la théorie avec la pratique, avec les résultats. Ici, voici les premiers parents, lignée pure, B+, B+, VG+, VG+, BB, VG, VG. On fait ce premier croisement. En termes de gamètes, ils sont tous pareils, parce que vous voyez qu'il y a un seul, on n'a qu'une seule possibilité, donc B+, VG+, et ici on a BVG. Vous remarquez, j'insiste là-dessus, que je suis parti de l'hypothèse que, et bien sûr il faut l'écrire, on part de l'hypothèse que les gènes sont situés sur le même chromosome. Ils sont donc liés. J'ai fait cette hypothèse-là dès le départ. C'est la question qui était posée, si sur des gènes, sur des chromosomes différents ou des chromosomes identiques. Là, je pars du principe que c'est sur le même chromosome. À la fécondation, eh bien, on obtient 100% de mouches qui seront donc hétérozygotes pour les deux gènes considérés, B+, B, VG+, VG. Donc voici le schéma qu'on peut établir avec le premier croisement. Pour le second croisement, alors je fais un bref retour en arrière concernant ce second croisement, excusez-moi. Ici, comme vous le constatez, on a des proportions. D'ailleurs, il est fortement conseillé de faire le calcul des pourcentages. Si on regarde ici dans les proportions que nous avons, déjà, on voit que clairement, en termes de nombre en termes d'effectifs, qu'on n'a pas le même nombre. On a des grosses proportions ici, d'individus qui sont ressemblants aux parents de ce croisement, et on a des petites proportions. Déjà, on peut sous-entendre, en tout cas, on peut deviner que ici, on a eu des événements particuliers qui ont conduit à ces petites proportions. On va y revenir juste après. Comment peut-on expliquer ce croisement? Là, pour ça, je reviens ici sur ce croisement. Ici, donc, à partir de ce croisement, on va établir tout simplement, ça va revenir, avec ce croisement ici, on peut voir que, d'une part, on fait un test cross. Je vous rappelle donc la définition d'un test cross. Un test cross, c'est le croisement d'un individu considéré, F1, première génération, avec un individu qui est entièrement récessif pour les gènes considérés, à savoir mâle avec l'abdomen rayé et au thorax en soie. On obtient, comme on a pu le voir, des phénotypes qui ne sont non équiprobables, et donc clairement, il faut l'expliquer par le schéma encore une fois. On peut faire un schéma aussi, on peut faire un tableau de croisement, sauf qu'il va y avoir donc une subtilité à rajouter dans ce schéma. Ici, dans le schéma que je vous montre à ce niveau-là, comme vous le constatez, forcément, on pense à deux gamètes produits, B+, VG+, c'est ce qui se paraît les plus évidents, et B et VG pour celui-ci, qui est ici, excusez-moi. La question qui se pose, c'est que on a 4 phénotypes. Donc il faut imaginer que si on a 4 phénotypes, il faut qu'il y ait finalement deux gamètes en plus, de ceux que je viens d'imaginer. Il faut imaginer qu'on a aussi B+, VG et BVG+. Et pour avoir ceci, il faut l'expliquer, en tout cas dans cet exercice, par un phénomène vu en cours qu'on appelle le crossing over. J'en ai fait ici donc le schéma. Effectivement, pour expliquer bien que B+, se retrouve ici avec VG, alors que cette combinaison au départ n'existe pas, il faut imaginer un événement supplémentaire, qui est cet événement qui se passe, que vous connaissez, en prophase 1 de méiose et qu'on appelle le crossing over. Donc ici on est en phase de deux gamètes parentaux, appelés comme ça parce qu'ils ressemblent à ceux des parents, et combinaison des parents, et deux gamètes qui sont dits recombinées car ce sont de nouvelles combinaisons qui sont apparues suite à cet événement. Ici vous voyez qu'en fait ce document que je vous montre est un peu une combinaison entre le schéma et le tableau de croisement. Voici les gamètes, et là voici le gamète du parent récessif puisqu'on fait un croisement test. Donc à préciser aussi dans votre exercice. Et ici, aux intersections au niveau des cases au tableau, on a le résultat de la fécondation. Donc B+, VG+, va s'associer avec BVG. BVG va s'associer avec l'autre BVG. Donc ici, à chaque fois, vous avez en dessous le phénotype de la mouche correspondante, avec le calcul effectué.
B plus VG va s'associer avec BVG. Et donc, dans tout ceci, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, en termes de résultats, si on fait ce tableau en partant de l'hypothèse que les gènes sont liés et qu'il y a eu des crossing over, et bien effectivement, on observe qu'on obtient des grosses proportions, de grandes proportions, en tout cas, qui sont des mouches qui ressemblent aux parents de départ, à savoir celle-ci et celle-ci, et on obtient deux mouches qui ont des caractères différents des parents, puisque on a par exemple ici, en l'occurrence, eh bien, un abdomen qui va être rayé par exemple, ou un thorax avec des soies. Bref, une précision importante, il ne vous aura pas échappé que, vous voyez, par rapport à ce schéma, sur l'exercice, on parlait de thorax portant des soies ou sans soie. Là ici, en fait, j'ai repris l'exemple qu'on avait vu en cours concernant les ailes vestigiales ou eh bien, le caractère donc petit b qui correspondait donc à la couleur du corps. Bon, sachez que ça ne change strictement rien à l'exercice, on est sur le même principe, à savoir un allèle dominant avec un allèle récessif, on s'intéresse à deux gènes, donc ça ne change rien. Il y a juste à changer les symboles et c'est exactement le même exercice que nous avons fait en cours. Pour conclure par rapport à cet exercice, que doit-on conclure par rapport à ça? Première chose, je réponds au problème. On peut en conclure que les deux gènes sont situés sur le même chromosome. Notre hypothèse de départ est confirmée. Une explication par rapport à cette conclusion, on va justifier. Les pourcentages correspondant au plus petit effectif obtenu sont issus de la fécondation d'un gamète de type recombiné avec un gamète de type parental. Les gamètes de type recombiné, d'où viennent-ils? Eh bien, ils résultent de crossing over, c'est-à-dire des échanges d'allèles se produisant au cours de l'anaphase 1 de méiose. Je vous rappelle que ces chiasmas se font, eux, durant la prophase 1. Ces crossing over, comment on peut expliquer ces petites proportions? Tout simplement du fait de leur caractère aléatoire. C'est ce qui explique l'obtention de phénotypes non équiprobables. Pour faire une belle ouverture à cette conclusion, ça me paraît important de préciser que ces crossing over constituent ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique, un brassage qui sera ensuite amplifié au cours de la fécondation. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cet exercice. Bien sûr, ne pas oublier, on le voit sur le schéma précédent, ne pas oublier de faire un petit schéma montrant exactement ce qu'est un crossing over. On est dans une démarche explicative et il est important de donner un maximum d'explications pour bien montrer à l'examinateur qu'on maîtrise le sujet, qu'on a compris le sujet.